jubanti nakal askan wi jëriñ réew mi yeewu fajar liggéey te bañ a naage gëm ne mën naa nekk suñu ko waaje dañoo soxla nit bu bees set loxo xel ni bees soxla doxalin yu yees kenn rek moo Monsieur Fall, je vais vous regarder pour vous dire une seule chose. La jeunesse sénégalaise est fatiguée. Vous remercier d'être présents, nombreuses et nombreux, dans cette belle salle de UCAD 2 pour échanger sur la place et le rôle des jeunes dans le processus électoral de 2012. Je suis particulièrement encouragé à la fois par la quantité et par la qualité des interventions, mais par-dessus tout, par la détermination que je sens en vous de lever le défi de l'élection présidentielle de 2012. Mais permettez-moi, en propos liminaire, de remercier en votre nom et au mien propre le facilitateur et modérateur de cette belle après-midi, le professeur Bouba Diop. Remercier également les professeurs Abdoulaziz Kébé et Cheikh Amadou Dieng pour leur éminente contribution à la réflexion croisée de cet après-midi, pour les pistes de réflexion qu'ils ont ouvertes, à la fois rétrospectivement en jaugeant l'histoire du Sénégal, mais aussi des États d'Afrique et des États-Unis, et prospectivement en traçant des sillons pour que les jeunes s'inscrivent dans une orientation de faire des élections de 2012 la véritable alternance. J'avais été tenté de préparer une communication, je vais y renoncer. Les questions qui me sont posées sont tellement nombreuses et l'heure étant si tardive, je pense qu'en répondant aux questions, je pourrais en partie dérouler une partie de ma communication. Toutefois, je voudrais revenir à la dernière intervention. Oui, les Sénégalais sont fatigués. Et puisque dans cette salle, on s'est souvenu fort heureusement de l'éminent juriste international
Kéba Mbaye, je voudrais rappeler aux plus jeunes que ce mot « les Sénégalais sont fatigués », c'est exactement ce que Kéba Mbaye avait dit à Abdou Diouf lorsqu'il a succédé à Senghor et qu'il a prêté serment devant la Cour suprême, dont Kéba Mbaye était à cette époque-là le premier président. Il lui avait dit: Monsieur le Président, les Sénégalais sont fatigués. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, comme en son temps et comme aujourd'hui, s'il y a une constante, c'est bien que les Sénégalais sont fatigués. Et c'est pourquoi il faut que nous espérions et que nous fassions tout notre possible pour que, Inch'Allah, à la fin du mandat que nous demandons à la population de nous confier en tant que serviteurs de la nation, qu'à notre successeur, on ne dise pas les Sénégalais sont fatigués, parce que ce sera l'échec de l'État. C'est pourquoi je voudrais devant vous renouveler le serment que j'ai déjà fait de me consacrer entièrement avec vous, avec tous les patriotes, avec le peuple sénégalais qui, j'espère, nous fera confiance, me consacrer entièrement et exclusivement à relever ces défis de l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais, Inch'Allah. Sont fatigués, ils sont partagés entre 4 sentiments et états d'esprit. La déception, l'inquiétude, la perplexité et la détermination. L'inquiétude, la déception tout d'abord, par rapport aux 12 ans d'alternance, alors qu'en 2000 s'était élevé un vent d'espoir, un vent d'espérance. Et que aujourd'hui, ce vent d'espoir a laissé place à la déception la plus totale, au regard précisément des performances négatives du régime qui nous gouverne. Déception par rapport à la corruption, par rapport au détournement, par rapport à l'inversion des valeurs, par rapport aux difficultés de la vie, par rapport à l'échec de l'éducation, par rapport à l'échec de la santé, par rapport à l'échec de l'agriculture, par rapport aux difficultés de la pêche, par rapport à tout. Avant-hier, dans mes tournées sur le terrain, quelqu'un me disait ce mot très juste en wolof: réew mi daal feebaru mag la, foofu laa rek metti. Déception, mais aussi inquiétude. Cela est particulièrement le cas pour les jeunes. Inquiétude par rapport à votre avenir. Inquiétude par rapport à votre devenir. Parce que toutes les perspectives se sont fermées. Le professeur a
Abdoulaziz Kébé, dans son intervention, a rappelé tous les maux qui gangrènent notre société, notre régime, notre système politique et l'avenir des jeunes. Et certaines interventions sont venues renforcer ce constat. Mais cette inquiétude est légitime. Elle est d'autant plus légitime qu'elle s'adosse à la perplexité. Perplexité des jeunes face aux candidats de 2012. Certains sont nouveaux, d'autres sont plus anciens, certains clament une innocence, une virginité politique, d'autres clament une renaissance politique, et face à tout cela, il y a beaucoup de réchauffés. Beaucoup de réchauffés, c'est-à-dire beaucoup de choses que vous avez déjà entendues en 2000, que vous avez entendues en 2007 et que vous entendez maintenant. Cette perplexité, elle est naturelle, elle est normale, mais ce serait sans compter avec la jeunesse si on y ajoutait le quatrième état d'esprit et d'âme, la détermination. J'ai senti à travers vous et à travers d'autres une lame de fond d'une jeunesse qui ne baisse pas les bras, qui en veut et qui est déterminée à construire son propre avenir. C'est ça qui me donne de l'espoir. C'est pourquoi 2012 ne saurait se satisfaire d'être un vote sanction. Il faut un vote sanction, mais cela ne saurait suffire. En 2000, c'était le vote sanction. Nadem, etc. Mais là, on peut remplacer. Donc, il faut être beaucoup plus exigeant en 2012. Vous avez le droit et vous avez le devoir d'être plus exigeant en 2012. Que l'on ne vous trompe pas, ni moi, ni quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi vous avez le devoir d'articuler vos espoirs, vos attentes, vos exigences et de juger les candidats à l'aune des réponses qu'ils donnent à vos exigences et de vous déterminer en fonction des réponses plausibles, convaincantes que les uns et les autres vont décliner pour répondre à vos exigences. Changer le régime du Sénégal en 2012 ne saurait suffire. Il faut une rupture, il faut une autre politique, il faut que les élus, et au premier rang desquels le président de la République, soient comptables devant la nation de ce qu'ils font, de leurs actes et surtout de leurs actes. Parce qu'il ne sert à rien de faire des promesses si on ne sait pas les tenir. Vous en aurez des promesses, parfois fondées, mais très souvent démagogiques.
si, par euphorie, par spontanéité, vous deviez vous laisser aller à vous faire convaincre par des promesses faramineuses, l'erreur de 2000 serait encore renouvelée. Et j'espère qu'il n'en sera pas le cas. C'est pourquoi vous devez être acteur de votre devenir. Décliner vos aspirations et vos exigences. C'est vrai, vous l'avez fait déjà, à travers de nombreux débats, à travers de nombreux débats, à travers des mouvements citoyens, à travers des mouvements de protestation dont le mouvement du 23 juin, où c'est la jeunesse, debout comme un seul homme, qui a dit trop c'est trop, qui a marché sur l'Assemblée nationale et qui a obligé le pouvoir à reculer. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que, en politique, le rapport de force est essentiel. Et si la jeunesse ne crée pas une situation où le rapport de force est favorable au changement, il est à craindre que ceux qui nous gouvernent usent et abusent du silence des citoyens pour parvenir à leur fin. Et c'est pourquoi nous tous, et vous en particulier les jeunes, vous avez le devoir de refuser qu'on vous impose un rapport de force fait de tromperie, fait de manipulation des élections, de fraude, de mascarade électorale. Parce que c'est ça qu'on prépare. Donc, vous devez être armé psychologiquement à faire face à cette situation. Être armé, cela veut dire quoi? C'était déjà vous inscrire sur les listes électorales. C'est aujourd'hui exiger que les cartes d'identité et les cartes d'électeurs pour lesquels vous êtes fait inscrire vous soient effectivement remis. C'est demain. Vous mobilisez toutes et tous pour voter pour le changement. C'est demain. Vous organisez pour représenter le mouvement Taxawu Thème dans tous les bureaux de vote du Sénégal, afin qu'il n'y ait pas de fraude. C'est vous mobiliser pour que demain, un autre jour se lève, le 27 février 2012. Vous vous êtes inscrits. Vous avez aussi protesté. Vous avez accompagné des mouvements citoyens tels que Y'en a marre, tels que Fekema Djibouti, tels que Louis Jotna, tels que d'autres mouvements auxquels je voudrais rendre hommage ici et maintenant. Parce que la dynamique d'une évolution sociale, c'est la résultante de plusieurs composantes. Et il est souhaitable qu'au lieu de nous perdre dans les querelles de chapelle entre mouvements citoyens, que nous puissions unir nos forces vers notre adversaire commun, afin d'obtenir notre victoire commune.
Voilà pourquoi j'ai toujours eu le souci, au niveau du premier dé de nos quatre, de faire un appel pour le rassemblement de tous les patriotes. Je voudrais aussi vous dire que notre objectif, qui est le vôtre, c'est, pour reprendre un mot wolof bien de chez nous, defar réew mi et pas defaroo réew mi. Et que vous soyez très vigilants, parce que parmi les grandes sirènes qui vont se faire entendre, qui se font entendre, bari na ci ñoo xam ne ñii dañoo bëgg a defaroo réew mi. Et il est clair que l'expérience passée a montré clairement qui sont ces personnes-là. Voilà pourquoi la réunion d'aujourd'hui me semble être une occasion unique d'échange et je suis vraiment particulièrement satisfait des résultats. Mais beaucoup de questions ont été posées. Je vais passer rapidement en vue certaines des questions. Est-ce que les jeunes peuvent intégrer les listes dans les élections législatives de 2012? Monsieur Bassé-Ndiaye. Mais naturellement, si pour l'élection présidentielle, il faut avoir 35 ans, pour les élections législatives, tout citoyen en âge de voter peut être candidat. Et nous avons bien l'intention, à Tahotem, si Dieu nous donne la victoire à la présidentielle, de faire face aux élections législatives. Et nous espérons, à cette occasion-là, que notre liste comportera en particulier un nombre particulièrement important de jeunes et de femmes. Au regard de la situation politique du pays, peut-on allier politique et études? Mais naturellement, en fait, c'est lorsqu'on est en phase d'études que l'on est le plus ouvert au vent de l'esprit, que l'on doit perfectionner son apprentissage de la vie sociale, que l'on doit renforcer sa capacité citoyenne, que l'on doit militer pour les changements. Or, c'est précisément quand on est jeune qu'on peut le faire. Le président Houphouët-Boigny disait « Ce qui m'inquiète, c'est un jeune qui n'est pas révolutionnaire et un vieillard qui est révolutionnaire. » Je crois qu'il est essentiel, quand on est jeune, de se former, mais pour cela de s'informer, de se former afin de transformer le pays. S'informer, se former, transformer. Et il y a de bonnes écoles pour cela, pas des écoles classiques, mais des écoles de formation dans les partis politiques, dans les syndicats d'étudiants, dans les vies associatives. C'est comme ça qu'on peut devenir citoyen à part entière. Quelles solutions préconisez-vous pour sensibiliser la jeunesse à la non-violence politique?
Je crois que le professeur Abdelaziz Kébé a déjà répondu lorsqu'il a décliné ces trois questions, dont la troisième question était précisément ce qu'il attendait des jeunes dans la perspective de l'élection de 2012. Et avant lui, le professeur Cheikh Amadou Diène, en prenant la typologie des jeunes leaders, dont Martin Luther King, Thomas Sankara, Nelson Mandela à cet âge, et d'autres encore, ont inscrit leur action dans la revendication de la citoyenneté, mais dans le cadre des actions non violentes. Je crois qu'il est essentiel d'avoir cette démarche de revendication citoyenne, c'est-à-dire une revendication des droits et une revendication des devoirs. Et de ce point de vue, l'action qui a été faite par le groupe Y en a marre d'éducation citoyenne en direction des jeunes pour les inciter à s'inscrire, pour les inciter à se comporter de façon citoyenne, pour revendiquer leurs droits, pour assumer leurs obligations, me semblait une action qu'il faut vraiment signaler et dont il faut se réjouir. Naturellement, cela veut dire le droit à la résistance. La non-violence n'exclut pas le droit à la résistance. Lorsque la violence est incluse. Comme tout jeune qui se soucie de l'avenir de son pays, qui combat nuit et jour ce cercle où on veut installer le chaos dans ce pays, notre avenir, nos jeunes, fait que j'ai chaque jour, par le biais d'un mouvement qui s'appelle Y en a marre, dont je suis membre et responsable des élèves. Y en a marre du Sénégal, parce n'ayant plus confiance aux politiques en place. Vous voyez comme un homme de caractère, un homme qui a occupé plusieurs postes au monde, me donne confiance et me donne le devoir de vous aider dans votre engagement. Je veux bien travailler. Ah bon, ça, c'est un engagement. Merci. Papa Faranom, Guédiouaï. Vu la situation à l'UCAD, quels sont vos projets pour notre cher UCAD? Le programme de Tahotem va être publié le 8 décembre. Dans ce programme, naturellement, l'éducation occupe une place importante. J'attendrai la publication pour aller dans les détails, mais ici et maintenant, je voudrais simplement donner 3 indications. 1. Le constat est que l'éducation est en déliquescence, aussi bien au niveau du niveau d'enseignement et d'éducation qu'au niveau de la faiblesse de l'encadrement pédagogique, en passant par la mauvaise qualité des structures, notamment au niveau de l'enseignement élémentaire, avec beaucoup d'abris provisoires. Hier soir, j'entendais le recteur de l'université de Saint-Louis se plaindre que depuis 2006, on a préparé, on a envisagé de renforcer la capacité d'accueil de l'université et depuis 2006, les bâtiments n'ont pas été terminés. C'est la même chose partout. Donc, ce constat, c'est la déliquescence.
Deux, nous estimons que face à la situation, avec des grèves à répétition, des étudiants, des professeurs, des élèves, des enseignants, il est nécessaire de faire organiser des assises de l'éducation nationale. Troisièmement, il faut revoir le système d'éducation dont nous avons hérité à 3 points de vue. 1. Cette coexistence entre l'enseignement francophone et l'enseignement arabophone. Cette séparation étanche qui conduit, avec l'émergence de prétendus marabouts exploiteurs d'enfants, à envoyer les enfants dans la rue du matin au soir avec l'obligation pour chaque talibé d'apporter au moins 600 francs par jour. Alors qu'il y a d'autres écoles arabophones qui donnent un enseignement de qualité parallèle à l'enseignement en français et qui conduit jusqu'au baccalauréat. Je suis bien placé pour le savoir, puisque quand j'ai été nommé ministre de l'enseignement supérieur, il y avait justement un blocage au niveau de l'envoi des étudiants arabophones dans le pays arabophone, et j'ai bien la volonté, si je suis élu président de la République, Inch'Allah, de veiller à rapprocher ces deux systèmes d'enseignement. Deuxièmement, il est essentiel qu'entre l'enseignement général et l'enseignement technique, il y ait des passerelles à tous les niveaux. Au niveau de l'enseignement moyen et au niveau de l'enseignement secondaire. De façon à ce que des élèves qui, dans l'enseignement général, ont atteint leurs limites et ne peuvent pas aller plus loin, puissent aller au niveau de l'enseignement technique, se former, avoir une profession et pouvoir sortir. Troisième orientation, toujours dans ce cadre-là, il est proposé une adaptation des cursus au niveau de l'enseignement supérieur pour que l'université ne soit plus une usine à fabriquer des chômeurs et en elle-même une université du point de vue de ses effectifs. Et on pourrait en dire de même peut-être pour le droit et les sciences économiques. Donc il y a absolument nécessité de faire éclater tout cela, de créer des universités à la mesure de l'encadrement qui est nécessaire, et nous y veillerons. Ce n'est pas pour rien que ceux qui sont ici sont des professeurs. Je puis vous assurer que nous veillerons à faire de l'UCAD 1, 2, 3 et 4. Question sur l'éventuelle validation ou non de la candidature d'Abdoulaye Wade. Je crois que cette question est revenue. Voilà, c'est ça. Souleymane Diatta. Si le Conseil constitutionnel valide la candidature de M. Abdoulaye Wade, que conseillez-vous à la jeunesse? Brûler le pays, brûler les institutions, ou faire de notre carte d'électeur notre Conseil constitutionnel? C'est une question pertinente. Il y a 3 scénarios. Le premier scénario que nous souhaitons tous, c'est que la sagesse finisse par habiter le président Abdoulaye Wade et qu'il renonce à sa candidature, d'abord parce qu'elle est légalement anticonstitutionnelle, elle est politiquement inopportune et
on peut dire qu'elle est physiologiquement risquée. Cela nous éviterait beaucoup de soubresauts et éventuellement de troubles. Le deuxième scénario, c'est que le Conseil constitutionnel, si le président Abdoulaye Wade persiste et signe sa candidature, que le Conseil constitutionnel invalide la candidature d'Abdoulaye Wade. Les arguments existent, rhétoriquement d'ailleurs. Le troisième scénario, c'est que tous les candidats à l'élection présidentielle qui seront sur la liste validée par le Conseil constitutionnel, chacun d'eux a le droit de faire recours devant le Conseil constitutionnel contre la candidature d'Abdoulaye Wade. Et votre candidat usera de ce droit que nous confère la Constitution. Voilà trois scénarios, et nous espérons vraiment n'avoir pas à arriver aux deux derniers scénarios, puisque, encore une fois, pour la paix sociale, pour la paix tout court, je crois que le président doit pouvoir tirer sa révérence et faire date pour l'avenir de ce pays. Au lieu que par son entêtement, il nous conduise dans des situations qui peuvent être grosses de risque. Voilà ce que je peux répondre. Ibrahima Khalil Sané, je veux savoir les ambitions du mouvement dans la situation casamançaise qui voit la mort de la jeunesse sénégalaise, tant du côté de l'armée que du côté des combattants du MFDC. Je crois que je me suis déjà prononcé sur cette question. Je serai très bref. Disons que nous nous sommes prononcés sur cette crise à travers 5 points. 1. Il faut mettre un terme à la gestion calamiteuse de cette crise en Casamance. De gestion à travers ce qu'on a appelé les Monsieur Casamance. 2. Il faut donner à la crise en Casamance sa véritable statut de crise nationale. Pas une crise de la Casamance, mais une crise du Sénégal en Casamance. 3. Il faut que tous les acteurs puissent participer à la solution de la crise en Casamance. Pas seulement le MFDC et le gouvernement, mais aussi les fils et filles de Casamance qui devraient jouer un rôle central. Et je me réjouis que le médiateur, Mme Nkouruma, soit là, qui doivent jouer un rôle central dans la manière de régler cette crise. Quatrièmement, que non seulement il y ait une participation en dehors du gouvernement et du MFDC, mais que même à côté du Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau puissent apporter leur contribution à la solution en Casamance. Et cinquièmement, enfin, il est absolument nécessaire de faire de la solution de cette crise en Casamance une absolue priorité dans les orientations qui vont suivre l'élection présidentielle. Ça vous faut répondre. Je me suis efforcé pendant plus de 15 ans aux Nations Unies
à être un acteur sur le terrain pour régler des crises, certaines beaucoup plus graves que la crise casamançaise. Je puis vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour que ce que j'ai fait ailleurs, je puisse le faire dans mon pays. Voilà. Mamadou Diouf, on découvre souvent que celui qu'on a élu n'est pas cet homme d'éthique que l'on croyait. Avec cette vigilance pour l'heure de la jeunesse, quelle est la garantie que vous donnez à la jeunesse, au pays, sur votre côté éthique? Écoutez, je pense que je ne peux pas donner plus de garanties qu'un regard rétrospectif sur ce que j'ai fait et sur ce que j'ai été. Je me suis efforcé pendant les 20 années que j'ai enseigné à l'université et pendant les 7 ans que j'ai été ministre de la République de me conduire conformément à l'éthique. J'ai continué de le faire pendant les 15 ans que j'ai été aux Nations Unies. Je compte bien, au soir de ma vie, n'avoir pas à voir. Le programme qui va être décliné le 8 décembre répond à la question. Nous avons distingué les jeunes diplômés et les jeunes non diplômés. En ce qui concerne les jeunes non diplômés, sont souvent dans le secteur informel. En ce qui concerne les jeunes diplômés, il y a plusieurs niches d'économie qui peuvent être orientées vers l'emploi des jeunes. Ce sont les institutions pléthoriques qui existent, telles que le Sénat, les agences, le gouvernement pléthorique, les niches à la présidence de la République et tant d'autres institutions qui sont budgétivores et dont, je vous assure, le coût budgétaire par année réorienté vers l'emploi des jeunes diplômés peut répondre parfaitement à la préoccupation. Il y a aussi l'ouverture, la réouverture des concours dans les écoles de formation professionnelle, que ce soit l'ENA, le centre de formation judiciaire et d'autres écoles pour lesquelles depuis plusieurs années il n'y a pas de concours et ce n'est pas normal. Il y a également la possibilité de promouvoir l'emploi des jeunes à travers l'entrepreneuriat individuel. Cela avait été tenté un moment avec ce qu'on appelle les opérations maîtrisables. Cela n'a pas donné ses résultats parce que tout simplement, on s'était borné à donner à des maîtrisards des fonds qui pour être transporteurs, qui pour être boulangers, et sans aucune formation appropriée pour leur permettre de faire la gestion convenablement. Ce n'est pas tout. En ce qui concerne les non-diplômés,
les diplômés, il y a d'autres possibilités. À travers des grands travaux de l'État qui peuvent être grands pourvoyeurs de main-d'œuvre. Mais, encore une fois, nous privilégierons les entreprises sénégalaises au détriment des entreprises étrangères. Il n'y a aucun pays au monde où les grandes retombées des grands travaux profitent à des étrangers au détriment des nationaux. Le Sénégal est l'un de ces rares pays où, curieusement, on tue une entreprise celle de Baratal et on promeut des entreprises étrangères. Ceci ne peut pas continuer, cela doit s'arrêter. Il y a également d'autres perspectives pour l'emploi des jeunes non diplômés, particulièrement dans le secteur informel. Encore une fois, notre programme reviendra sur ces questions parce qu'il se fait un peu tard. Quel appel aux jeunes si le Conseil constitutionnel déclare, comme ça on y a déjà répondu. Je voudrais m'excuser auprès de M. Hassan Diaye, qui a rappelé qu'effectivement un partenariat avait été proposé avec Serigne Fallou Fall. J'ai eu à en parler avec Serigne Fallou Fall. C'est vrai que je n'ai pas donné une réponse écrite et je vous prie de m'en excuser. En ce qui concerne toujours l'emploi des jeunes chômeurs, en réalité, il y a un fonds national pour la promotion de la jeunesse. Ce fonds est mal utilisé parce que dans un cadre clientéliste, avec une discrimination en faveur des seuls jeunes qui épousent les vues du régime. Nous envisageons, parce que nous n'appartenons à aucun parti politique, de tout mettre sur les rails de façon transparente, égalitaire, sans parti pris, sans discrimination entre jeunes, quelle que soit leur origine.